m'entendez? Oui. C'est bien. Je répète un peu ce que Denis a dit. Vraiment, le panel ne concerne pas les dispositions de la loi sur l'équité salariale, ni même les différents jugements qui ont eu lieu à la Cour supérieure ou à la Cour suprême. C'est vraiment ce qui nous intéresse de connaître, c'est quelles sont les discussions, les tractations, les négociations qui ont lieu quand on veut adopter une loi aussi innovatrice que la loi de l'équité salariale, parce que le rapport des femmes est venu nous dire que de nombreuses personnes, beaucoup de militantes, mais des militants aussi, ont mené une lutte, se sont impliqués, se sont engagés, et probablement qu'il y a 30 ans, ces personnes-là se sont dit « Mon Dieu, est-ce qu'on va voir un jour une loi sur l'équité salariale? » C'est arrivé parce qu'elles étaient déterminées, elles étaient convaincues, et donc c'est arrivé. Et ce qui vraiment nous intéresse, c'est les coulisses. En fait, ce qui se passe dans les corridors, parce que quand on est en congrès, il se passe beaucoup de choses dans les corridors. C'est la même chose. Ce qui se passe dans les corridors, derrière les portes closes, et si elles sont aussi généreuses que la dernière fois que je les ai rencontrées, il y a des choses extrêmement savoureuses qu'on doit connaître, et ça nous apprend aussi que quand on veut prendre sa place, puisqu'on revient au thème, quand on veut prendre sa place, bien, il faut avoir beaucoup de détermination, il faut avoir beaucoup de volonté pour la prendre. Mais ça réussit parce qu'on a eu 2 personnes qui ont vraiment réussi à ce qu'un jour la loi soit adoptée. Alors, avant de commencer la période de questions, je vais vous présenter le parcours professionnel exceptionnel des 2 personnes qui sont avec moi en avant. J'en suis un peu jalouse. Alors, Mme Harel, au centre, titulaire en 1977 d'une licence en droit de l'Université de Montréal, elle est admise au barreau du Québec en 1978. Elle a travaillé aussi au Conseil de développement social du Montréal métropolitain de 1971 à 1974 et est devenue responsable du dossier de la condition féminine au Centre des services sociaux de Montréal de 1979 à 1981. Bien, du côté de son implication politique, parce que c'est là qu'on l'a beaucoup connue sur le plan politique, elle est devenue permanente au secrétariat national du Parti québécois en 1978, et c'est là qu'elle a fondé, et là je l'ai appris, le syndicat des employés et en est devenue la présidente. Donc, elle a une fibre syndicale, Mme Harel. Par la suite, elle sera présidente de la région Montréal-Centre du PQ de 1974-1979 et vice-présidente nationale de 1979 à 1981. Et là, de 1981 à 2008, il faut quand même le souligner, pendant 27 ans, elle a représenté la population de son comté parce qu'elle a été élue députée dans le comté de Hochelaga-Maisonneuve. Et durant toutes ces années d'engagement politique, parce que 27 ans quand même, il faut le faire, elle présidera la Commission de l'économie et du travail en 1984 et deviendra ministre des communautés culturelles et de l'immigration dans le cabinet Lévesque. Par la suite, elle sera adjointe parlementaire au ministre de la Justice. Elle collaborera à la réforme du Code civil. Elle sera vice-présidente de la Commission de la culture de 1986 à 1989 et présidera la Commission de l'éducation de 1989 à 1994. Par la suite, elle sera ministre d'État à la concertation et elle sera la première femme ministre du Travail dans le cabinet Parizeau en 1994 et membre du comité des priorités. Ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité et ministre de la Sécurité du Revenu dans le cabinet Bouchard, elle sera également, là, elle a cumulé beaucoup de fonctions, elle sera également nommée ministre de la Condition féminine et fera adopter la loi sur l'équité salariale en 1996. Par la suite, elle sera ministre des Aînés à l'occasion de l'Année internationale en 1999. À titre de ministre d'État aux Affaires municipales et à la métropole, elle procédera aux fusions municipales. Plusieurs s'en souviennent. Elle sera également présidente de l'Assemblée nationale en 2002 et présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans l'opposition, elle deviendra présidente de la Commission des transports et de l'environnement, porte-parole de l'opposition en matière de santé et de services sociaux, puis chef de l'opposition officielle lors du départ de Bernard Landry. Mais elle ne s'est pas juste contentée de la politique provinciale, elle a fait aussi de la politique municipale, vraiment courageuse. Alors, élue chef du Parti Vision Montréal de 2009 à 2013, elle sera aussi chef de l'opposition officielle au Conseil municipal de la Ville de Montréal de 2009 à 2013. Et finalement, sur le plan de la reconnaissance, elle sera reçue Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade le 17 mars 2004. Le 13 mai 2014, elle recevra la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, puis le prix René Chaloux en mai 2015 de l'Académie des anciens parlementaires du Québec. En juin 2015, on lui décernera le prix Distinction de l'Association des diplômés en droit de l'Université de Montréal et finalement le prix Hommage
du Congrès métropolitain. Donc, feuille de route assez impressionnante. Merci. Madame Houdard, alors elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en droit de l'Université Laval. Madame Houdard est membre du Barreau du Québec depuis 1986. Elle occupe présentement le poste de présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ce qu'on appelle la SNES. Et c'est une organisation quand même qui compte plus de 4 600 employés. C'est très imposant. Elle est également présidente du conseil d'administration de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail et membre du conseil des gouverneurs de l'Institut de la gestion financière du Québec. Madame Houdard travaille dans la fonction publique québécoise depuis plus de 30 ans, ayant évolué dans différents ministères au sein d'équipes de direction des affaires juridiques, comme avocate et comme directrice du contentieux. Au cours de ces années, elle a été appelée à coordonner de nombreuses modifications législatives, porteuses de changements pour les citoyens et les citoyennes, notamment en matière de normes du travail et d'emploi, d'assurance parentale, la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne, droit à l'égalité. Soulignons également qu'elle a été très étroitement associée à la rédaction de la loi sur l'équité salariale. En 2010, Mme Houdard a été nommée sous-ministre adjointe au réseau du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, puis sous-ministre du Travail en 2012. Par la suite, en 2015, elle a été nommée première présidente du conseil d'administration de la SNES, qui regroupe 3 organisations. Il s'agit aujourd'hui, tout de même, du plus grand organisme public au Québec dirigé par une femme. À cet égard, l'Institut d'administration publique du Québec a décerné un prix d'excellence à la SNES pour l'efficience de sa création par le regroupement des 3 commissions. Et sur le plan de la reconnaissance, les réalisations de Mme Houdard ont été soulignées par le prix Leadership remis par l'Association des femmes en finance du Québec. Et elle a figuré, on a l'honneur, elle a figuré dans le top 100 des Canadiennes les plus influentes établies par le réseau des femmes exécutives. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle s'implique aussi dans le bénévolat. Donc, elle a à cœur le bien-être et l'épanouissement des personnes atteintes de handicap intellectuel. Donc, elle s'est engagée à titre de bénévole dans le milieu communautaire. Elle est également sensible à la situation des femmes qui exercent la profession d'avocate. Elle participe depuis septembre 2013 au comité de travail Femmes dans la profession du Barreau du Québec. Et animée par une volonté de favoriser l'émergence des jeunes, elle a par ailleurs accepté avec fierté d'être l'emblème d'une cohorte du Cercle des jeunes leaders de l'École nationale d'administration publique qui porte son nom. Bienvenue, mesdames, à ce panel. Bravo, bravo. C'est formidable, Madame Houdard. Tout le chemin parcouru. C'est un bon modèle. Oui. Alors, on va commencer la première partie, c'est le contexte politique. C'est vraiment une très belle occasion d'apprendre comment fonctionne la représentation politique, parce qu'on pense que l'adoption d'une loi, c'est simple. On la rédige, on la dépose et on l'adopte. Hein? C'est pas compliqué, finalement. Et l'équité salariale, c'est tellement évident qu'il faut payer les femmes à leur juste valeur que ça a dû se faire aisément. On imagine, en tout cas. Ils vont venir nous dire le contraire, probablement. Alors, on va commencer par le contexte politique. Et la première question s'adresse à Mme Harel. Alors, pour quelles raisons, selon vous, le gouvernement a décidé de se préoccuper du dossier de l'équité salariale jusqu'à en faire un projet de loi? Et quel acteur ou actrice de la société civile, selon vous, a le plus influencé le gouvernement? Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Là. Il faut dire que le contexte militante était très, très important. Mais le premier ministre qui s'y est intéressé, c'est Jacques Parizeau. En fait, c'est M. Parizeau qui, à ce moment-là, est revenu aux affaires en 1989. Et au congrès de 91, je pense, dès 1991, dans le programme du Parti québécois a été introduit ce projet-là d'équité salariale. C'était déjà d'une loi, parce que l'équité était déjà dans la Charte des droits depuis 1975, depuis 1900, article 19, n'est-ce pas? Mais des droits, même s'ils existent sur papier, si on n'est pas en mesure de les appliquer, ça vaut ce que vaut le papier.
Alors, et si ça a été dans le programme au Congrès de 91, c'est qu'il y a eu des militantes féministes et syndicales et communautaires qui s'étaient impliquées dans une coalition depuis 1989, et certaines d'entre elles étaient des participantes au Congrès. Et c'est un peu comme ça, finalement, que ça surgit et que ça fait partie du programme. Mais ce n'est pas parce que ça fait partie du programme, comme vous le savez, que ça devient une loi. Non. Non. Alors, mais après, il y a eu du pain et des roses, mais du pain et des roses, c'est en 95, alors que M. Parizeau est élu premier ministre en 94. Et il confie à Mme Blackburn. La première qui a déposé un avant-projet de loi, elle s'appelle Mme Jeanne Blackburn, qui était députée de Chicoutimi. Mais cet avant-projet de loi, qui est déposé avant le départ de M. Parizeau. M. Parizeau, qui a été premier ministre en 1994, a quitté en décembre 1995. Avant de quitter, il avait fait déposer l'avant-projet, mais il n'y avait personne qui était content. Puis, en politique, vous connaissez le vieil adage, si votre colonne d'ennemis dépasse votre colonne d'amis, il faut que vous en traversiez, n'est-ce pas? Alors, il y avait vraiment tout le monde qui était mécontent, si ma mémoire est bonne, Mme Oudard, hein? Je pense, à la fois patronale, syndicale et... tout le monde avait beaucoup de commentaires. Tout le monde avait beaucoup de commentaires. Elle est beaucoup plus diplomate que moi. Il en faut, il en faut. Oui, oui, heureusement, heureusement. Et donc, alors, qui est le plus important, vous me direz? Ben, qui en est fait, le il y a eu plus la important? marche du pain et des roses. En Et là, 95. en 95. Oui. Mais c'était déjà dans la machine, si vous voulez, à législation, dès décembre 94. Là, M. Bouchard est arrivé. Et lui n'avait pas pris d'engagement comme ses prédécesseurs, son prédécesseur, M. Parizeau. Alors, M. Bouchard, ce qui l'a beaucoup, beaucoup convaincu, c'est le comité des 10 femmes députées qui ont fait une coalition. Il y en avait 10 qui venaient des milieux féministes, présidente de la Fédération des femmes du Québec. Il y avait Monique Simard aussi, qui, comme vous le savez, venait de la CSN. Et il y en avait comme ça qui venaient de tous les milieux syndicaux et communautaires, mais qui s'étaient fait élire comme députés et qui sans elle, je ne sais pas si on y serait arrivé. Et une femme assez extraordinaire, Marie Malavoie, qui a été mon adjointe parlementaire et qui finalement a repris le travail avec l'arrivée de M. Bouchard, qui a repris le travail pour concerter à la fois le milieu patronal, syndical et communautaire. Mais ça n'avait pas convaincu le milieu patronal. Une semaine avant le sommet, le grand sommet sur l'économie et l'emploi de 96, dont peut-être certains se rappellent, là, un très, très grand sommet, il y a eu une conférence de presse du patronat pour dire qu'il n'assisterait pas au sommet si le gouvernement ne retirait pas la loi sur l'équité salariale. Alors, finalement, on n'a pas retiré, puis ils sont venus pareil. Mais en fait, bon, la question qui soulève ma curiosité, c'est, mais on vous confie le dossier à un moment donné. Il y a M. Bouchard qui vous dit, vous êtes à la condition féminine, ministre de la condition féminine, et vous dit probablement, Louise, là, donc là, il faut une loi, tu vas t'en occuper. Et pourquoi vous avez accepté ce dossier, cette responsabilité-là? Parce que, est-ce que tout le monde était d'accord avec vous, tous les députés de votre parti? Il y avait les fameuses 10 féministes qui poussaient un petit peu dans le dos des récalcitrants. Excusez-moi, je suis moins... je suis probablement moins diplomate, vous aussi. Moins diplomate que Mme Oudard, mais est-ce que... Donc, vous acceptez un dossier, mais vous savez que vous n'avez pas nécessairement tout le monde de votre côté. On sait qu'on a surtout beaucoup de monde qui sont vraiment pas prêts du tout à ce que... en fait, qui sont ni pour ni contre, bien au contraire, ce qui signifie qu'ils sont pas pour. Alors, je vais vous dire, c'est sûr que, j'en ai parlé, hein, je vous ai raconté, sans l'appui des femmes libérales. Parce que, finalement, ce qui s'est produit, c'est que moi, j'avais été dans l'opposition porte-parole de la condition féminine. Alors, quand Mme Gagnon-Tremblay a présenté son projet de loi sur le partage du patrimoine familial, quelques années auparavant,
Je dois vous dire qu'à ce moment-là, c'était M. Paradis, Pierre Paradis, qui était le leader en Chambre. Il avait laissé présenter son projet dans les derniers jours de la session parce qu'une fin de session, tout le monde sait, ça appartient à l'opposition. Alors, donc, il présente le projet en fin de session, se disant l'opposition va faire son travail, puis ça va s'en aller sur la voie de garage. Et finalement, comme moi, je suis porte-parole, puis à l'époque, on n'a pas tout ce qu'on a maintenant, les cellulaires, les iPads et iPods et tout. Puis M. Parizeau était en Europe. Alors, j'ai donné tous les consentements pour qu'on siège, même la nuit. Et comme ça, Mme Gagnon-Tremblay a pu adopter sa loi sur le partage du patrimoine familial. Alors, quelques années plus tard, sur l'équité salariale, ça vous va? Allez-y, parce que je pense que c'est très intéressant que les gens le connaissent. Bien, sur l'équité salariale, les femmes libérales, les députés, les parlementaires libérales sont venus me voir et puis ils m'ont dit, écoute, ils m'ont dit exactement, Louise, on va te remonter l'ascenseur. Tu nous as aidés, on va t'aider. Et c'est comme ça qu'elles ont si bien travaillé de leur côté, croyez-le ou pas, ça a été adopté à l'unanimité. Et à l'unanimité, il faut que vous sachiez que ce jour-là, j'avais perdu la voix. Oui. Vous vous rappelez, j'étais devenue aphone, complètement aphone. C'était la 3e lecture. Puis mon siège était à côté de Bernard Landry. Je ne peux pas vous dire que Bernard était très chaud à l'adoption de... Il était quand même ministre des Finances. Il faut comprendre aussi. Disons qu'il représentait... Et ministre de l'Économie, il combinait les deux à ce moment-là. Alors, il était 2 fois moins chaud. Alors, et puis, je deviens complètement aphone à cause des courants d'air dans le Salon Bleu. J'avais préparé mon discours. Et finalement, croyez-le ou pas, Bernard, il me fait signe, il voit que je ne suis plus capable de... Il me dit, donne-le-moi. Et il a fait mon discours à l'Assemblée nationale. Ça, je dois vous dire que je lui en fus reconnaissante jusqu'à sa mort. C'est un beau moment. Mais vous savez, il fallait l'écrire, la loi. Voilà, j'arrive à Mme Huddard. Je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Parce que la question, c'est quel est l'impact d'un tel projet de loi? Parce que Mme Huddard, c'est le côté... Mme Harel représentait la partie politique, mais l'appareil étatique, c'était du côté de Mme Huddard. Et donc, est-ce que, quand on vous confie la rédaction du projet de loi, on vous dit, Mme Huddard, vous allez être responsable de la rédaction du projet de loi, quel est l'impact sur l'appareil étatique? Est-ce que tous les juristes vous ont dit, ah, félicitations, Mme Huddard, quel beau dossier, on est jaloux de vous? Pas vraiment. Pas vraiment. Ils ont dit, on est-tu chanceux de ne pas avoir tombé sur cette ministre-là? On était chanceux d'avoir Mme Harel, parce qu'on y reviendra sûrement. Je pense que le dossier ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on ne l'avait pas eu déterminé et porteuse de ce dossier-là avec autant de détermination puis autant de force. Moi, vraiment, tantôt, vous l'avez applaudi, j'étais émue d'entendre toute la salle applaudir Mme Harel, mais moi, je le dis depuis plus de 20 ans, puis je le redis encore aujourd'hui, n'eût été de Mme Harel, la loi sur l'équité salariale, elle n'existerait pas aujourd'hui. Ça a demandé une détermination de tous les instants, parce que c'est vrai que quand vous faites un projet de loi, vous passez certains caps, puis il y en a eu au Parlement aussi, mais on a toujours l'impression que le chemin doit être refait continuellement aussi. La bataille n'est jamais gagnée, il faut continuer à la faire. Alors, pour revenir à votre question, oui, j'ai un très bon souvenir du jour où mon patron est arrivé dans mon bureau. Moi, j'étais une légiste. En fait, vous savez que les lois et les règlements, ils sont rédigés par les directions d'affaires juridiques des ministères, des organismes. Alors, j'étais une jeune avocate légiste et je me rappelle du jour où mon patron est rentré dans mon bureau pour me donner le mandat. Mais vous savez, comme quand quelqu'un vous donne un mandat, là, comme en 10 minutes, puis il s'en va sans trop d'explications. C'était incroyable, ce dossier-là. D'ailleurs,
pour revenir un petit peu en arrière, puis Mme Harel en a parlé tout à l'heure, quand il y a des campagnes électorales, c'est sûr que les gens qui sont aux affaires juridiques, ils suivent de loin là, les campagnes électorales et les engagements électoraux que portent les partis. Parce qu'on sait très bien que, dépendamment du résultat des élections, bien, on va avoir des mandats qui vont s'inscrire en continuité avec ce qui a été énoncé pendant la campagne. Donc, tout ce qui est dit dans les engagements électoraux, mais aussi dans les discours inauguraux qui sont faits au début de chaque session parlementaire. On sentait le dossier arriver. Vous l'avez mentionné tantôt, Mme Harel, l'avant-projet de loi par Jeanne Blackburn, mais l'avant-projet de loi, c'était pour effectivement faire des consultations. Le projet de loi, il a été porté par Mme Harel. Quand on a eu la commande de rédiger la loi, parce qu'on partait à peu près de rien, Denis Bolduc l'a mentionné tout à l'heure, c'est une loi unique au monde, c'est une loi qui est proactive, on n'avait à peu près pas de modèle dans ce qui existait ailleurs dans le monde, il fallait créer. On savait que, oui, il y avait déjà des choses qui étaient prévues par l'article 19 de la Charte des droits et libertés, mais ça prenait des plaintes pour que l'opération se fasse. Finalement, l'article n'a pas eu la portée qu'il aurait dû avoir. Mais on s'est dit qu'il faut quand même se servir de l'expérience de la Commission des droits. Et on a demandé à un juriste de la Commission des droits d'être détaché, de venir nous aider à rédiger la loi. Il s'appelle Daniel Carpentier, le juriste en question. Et ça a été grâce à lui aussi qu'on a pu à la fois se servir de l'expérience de la Commission des droits et de la nôtre aussi dans la rédaction de législation. Donc, c'est en mariant ces deux forces qu'on a réussi à constituer la pièce législative que ça a donné finalement le projet de loi 35. Me permettez-vous? Oui, bien sûr. Parce allez-y, que allez-y. finalement, lorsque c'est allé en Cour suprême en 2004, et je voudrais vraiment rendre hommage à une femme exceptionnelle qui a vraiment porté sur ses épaules une égérie je dirais, du chapitre 9, hein, qui a été jugée inconstitutionnelle en Cour suprême. Et c'est Mme Robinson qui est parmi nous, je pense, aujourd'hui. Est-ce que Carole est là, Mme Robertson? Ah, vous êtes là? Non? Ah, bien, vous êtes là. Alors là, vraiment, ça a été... Cour supérieure. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y avait deux choses importantes. Et peut-être que pour l'avenir, ces deux choses le demeurent aussi. La première, c'est que dans une loi d'application, parce que là, il y avait déjà un principe qui était dans la Charte des droits, dans une loi d'application, il faut surveiller l'application. Donc, dans la loi, moi, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait l'obligation de faire rapport sur le maintien à tous les 5 ans. Ça n'a pas été à tous les 5 ans, mais l'obligation a été respectée grosso modo. Elle le sera, je pense, dans une dizaine de jours. Je crois que c'est le 28 mai où le ministre du Travail doit déposer son rapport sur le maintien et où il doit décider si elle est modifiée ou maintenue telle qu'elle. Je vous dis ça parce que c'est sûr que cette obligation-là, cette clause, comment ça s'appelle en droit? Disait une clause grand-père, mais on appelait ça une clause grand-père, mais ça pas une clause grand-mère. En tout cas, elle n'est pas discriminatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est cette obligation. Et ça, il faut tenir beaucoup à ce que les lois puissent comprendre des obligations comme celle-là. Sinon, ça se perd un peu, là. Puis, vous savez, c'est pas simple, hein? Parce que tout de suite, si la loi a été adoptée, il y avait une faiblesse dans la loi. Mais heureusement que Mme Oudard avait travaillé avec la Charte des droits. Parce que la faiblesse, c'était la relativité salariale, c'était le chapitre 9. Mais en même temps, vous êtes sûrement très souvent en fait, obligé de décider, est-ce qu'on y va tout de suite, puis on se met des principes de façon à ce que devant les tribunaux, les principes vont gagner, ou on se dit c'est tout ou rien. Vous savez bien que on n'a souvent pas tout ce qu'on veut, puis on ne veut pas avoir rien. Alors, c'est pour ça que cette loi, elle a été contestée grâce beaucoup, vraiment, à la FTQ.
Et ils ont gagné. J'étais tellement contente qu'ils gagnent jusqu'en Cour suprême. Et Madame Monique Jérôme Forget ne l'a pas contesté après la Cour d'appel. Hein. En fait, ils ont gagné jusqu'en Cour d'appel, c'est pas allé en Cour suprême. Voilà. Elle n'a pas contesté parce qu'elle-même était venue m'appuyer pour la faire adopter. Est-ce qu'on vous... Oui, ça vous va? Mais alors, ça, c'est une des choses extrêmement importantes, c'est d'avoir un bilan dans les lois. Tu sais, quand on adopte une loi, on passe... C'est pas important, c'est tellement important pour les générations qui nous suivront d'avoir cette disposition dans une loi qui vraiment oblige à faire les bilans et puis à voir comment on peut continuer en donnant un élan, en donnant une pression, parce que sinon, des fois, comme vous le savez, ça finit par s'atténuer, la militance pour une loi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que la militance est toujours aussi importante pour l'équité salariale? Oui. Sur le plan syndical, oui. Je pense que tout le monde est impliqué. Mais en fait, j'aimerais savoir, toutes les deux, donc soit Mme Harel, soit Mme Houdard, quels sont les alliés, donc vous avez parlé des alliés que vous avez rencontrés, vous ne vous attendiez pas, mais quels sont les ennemis que vous avez rencontrés et vous ne vous attendiez pas du tout à cet obstacle ou à ce défi-là? Bien, moi, je m'y attendais, par exemple. Ah oui? Oui. Je m'attendais à ce qu'on ait des pressions, par exemple. Hein? Bien, j'imagine que quand on est rendu ministre... Oui. Mais les appuis, mais c'était extraordinaire. Un sondage, au moment, là, ça, c'est utile aussi, vous savez, au moment opportun, là, un sondage à 92 % l'opinion publique était favorable. Vous voyez, c'est comme tantôt, là, quand il y a eu les motions adoptées à l'unanimité, vous sentez un élan, même s'il y a du vent contraire, vous sentez que vous pouvez progresser. Que vous êtes appuyé par la population, Absolument. donc vous pouvez aller de l'avant. Et vous, Mme Houdard, est-ce que vous avez rencontré des obstacles que vous n'attendiez pas du tout, mais des alliés aussi auxquels vous n'attendiez pas? Des alliés, premièrement, hein, on dit toujours que c'est une cause de femmes, mais en fait, c'est une cause de société parce qu'on a eu beaucoup d'alliés masculins dans cette cause aussi, puis il faut le souligner aussi également. Tantôt, je n'ai pas parlé aussi, on a été conseillés par un comité, on les appelait les 3 sages, 3 femmes, Marie-Thérèse Chichat, Esther Déhomme, puis Hélène Lee Gosselin, qui sont encore aujourd'hui là, autour de la CNESST, qui font... Pour 2 d'entre elles, font partie du comité consultatif de l'équité salariale. Les principaux obstacles, je vous dirais, parfois, c'est presque à l'intérieur même ou proche de nous. Encore beaucoup de gens, à l'époque, confondaient l'égalité et l'équité salariale. Encore aujourd'hui, hein, vous voyez, quand des fois vous parlez d'équité salariale, les gens confondent avec l'égalité. Mais si vous saviez à l'époque comment les détracteurs, dans le fond, de la loi nous disaient ben, c'est inutile. Là. Moi, j'entendais du monde qui nous disait mais c'est pas nécessaire, Mme Houdard. Là. Moi, je paye mes caissiers pareil que mes caissières. Puis là, je me disais, hey, on part de loin. C'est pas... Puis là, on expliquait, c'est pas ça. Ça fait longtemps, l'égalité salariale, c'est acquis. On vous parle d'équité salariale pour un travail équivalent. Alors là, on donnait des exemples. Femme de chambre, portier à l'hôtel ou étalagiste, caissière à l'épicerie. On disait 2 emplois différents, mais vous devez mesurer le travail en fonction des caractéristiques de chacun des emplois. Puis, des fois, tout près de nous, je vous dirais, les obstacles étaient là, des gens qui allaient vous dire finalement que ce n'est pas nécessaire, la loi, parce que tout le monde était pour l'équité salariale, puis on allait y arriver nous-mêmes. Laissez-nous faire nos affaires, puis le résultat, vous allez voir, on va y arriver. Mais ce n'est pas ça. C'est pour ça que la loi elle a établi aussi comment on doit arriver au résultat. Aujourd'hui, les gens peuvent trouver que la loi est compliquée, mais il fallait passer par cette obligation de moyens aussi, parce qu'il y avait eu des biais sexistes pendant autant d'années. Donc, si on repartait seulement du résultat, ben, on manquait une partie de l'exercice là, pour tout refaire, l'exercice, recalculer toutes les caractéristiques. C'est ce qui a rendu la loi complexe, mais en même temps, c'est ce qui l'a rendue efficace aussi. Puis on verra au rapport 2019 dont parlait Mme Harel tout à l'heure,
Tu sais, maintenant, il n'y a plus personne qui parle que la loi est inutile, puis on a passé ce cap-là. Oui, il faut continuer certains combats, mais il n'y a personne aujourd'hui qui vous dirait que la loi sur l'équité salariale est complètement inutile. Personne n'oserait le dire, ça c'est sûr. Mais c'est l'application, c'est dans l'application finalement que l'on voit des volontés réelles ou pas. Et ça, c'est jamais acquis. Sincèrement, je pense vraiment que ça n'est vraiment jamais acquis. C'est le milieu syndical qui a débuté tout ce combat sur l'équité salariale. Ici, à la FTQ, c'était à la fin des années 79 ou 80, où il y a eu un grand colloque sur l'équité salariale, et la CSN faisait aussi des manifestations sur l'équité, mais c'est vraiment, je pense, 89, où il y a eu une coalition, mais là, de groupes de femmes, de comités de conditions féminines, de comités de femmes des centrales et tout. Et c'est là où il y a eu vraiment une volonté inaliénable. Là, c'est sûr qu'à partir de 89, on savait que tôt ou tard, on y viendrait. Mais c'est pour ça que ça prend un certain temps. Je fais la comparaison avec le salaire minimum à 15 $. Moi, je souhaite vraiment qu'on ne se décourage pas sur le salaire à 15 $. Ça prend un certain temps, mais il arrive un moment donné où, dans l'opinion publique, il y a tellement, finalement, d'appui dans l'opinion que les gouvernements ne peuvent plus refuser. Les choses arrivent finalement parce que ça arrive à point. Il faut du monde pour que ça arrive aussi. Oui, il faut beaucoup de détermination et beaucoup d'implication, effectivement. Ouais. S'il y avait un enseignement à tirer de tout cet exercice, parce que vous avez vu que ces deux personnes qui étaient au cœur, finalement, de l'exercice de l'équité salariale, et du point de vue législatif et du point de vue politique, s'il y avait une leçon à tirer, quelle leçon vous tiriez? Quel enseignement? Vous aviez un enseignement, ce n'est pas le cas de l'ordre de l'enseignement, mais si vous aviez une leçon, un enseignement à tirer, à donner, vous diriez quoi? La solidarité des femmes. Il faut de la solidarité. Ouais. Il faut de la solidarité des femmes. C'est ça. Et c'est un beau pont entre l'appel à la solidarité tout à l'heure du Comité des femmes. Il faut beaucoup de persévérance, je crois aussi, mais de la solidarité, effectivement. Prendre sa place, c'est le thème aujourd'hui, non? Puis je pense que c'est ça, c'est pas hésiter. Il faut pas Mme Harel, hésiter. elle a pris sa place, puis c'est pour toutes celles qui ont suivi aussi, solidarité de société aussi, puis être fière de ça, hein, parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de pays qui viennent regarder qu'est-ce qu'on fait au Québec. Il y a des pays qu'on pense en avance, là, comme l'Islande. L'année passée, on a vu le projet de loi islandais au niveau de l'équité salariale, puis tout le monde parlait de l'Islande, même il y a eu des articles là-dessus, puis moi, je me suis tuée à dire l'an passé, écoutez, le Québec est beaucoup plus en avance que l'Islande. La loi s'applique aux 35 personnes et plus, alors que nous, c'est 10 et plus, puis en bas de 10, c'est l'article 19 de la Charte. Il y a quand même beaucoup de choses, une loi proactive. C'est déterminant ce qui a été mis dans la loi, hein, le fait que ce soit une loi proactive. C'est une loi d'ordre public aussi, donc elle s'applique indépendamment de tout ce qui peut être conclu par ailleurs. Puis c'est une loi participative. Il faut permettre la participation des salariés à l'exercice d'équité salariale. Puis c'est ça que les autres pays viennent regarder. Parce que dans le monde, il y a des pays qui obligent en fait une certaine forme de transparence. Vous devez rendre des comptes de façon transparente, comme l'Australie ou d'autres, le Danemark par exemple. Mais ça ne donne pas les résultats que ça doit donner. Il ne faut pas seulement se défendre de ne pas avoir atteint la cible. Il faut l'atteindre, la cible, et c'est dans des lois proactives qu'on réussit à atteindre le but, là. Donc, moi, je dis souvent, ça a été Madame Harel, je disais encore tantôt, mais c'est une visionnaire, d'avoir mis dans la loi la proactivité, le fait d'avoir le caractère participatif et le caractère d'ordre public. C'est ce qui a fait que cette loi-là est devenue un succès, puis c'est ce qui fait, à mon avis, que d'autres pays viennent regarder ce qui se passe au Québec. Puis le Québec est un leader là-dedans, c'est un modèle au niveau mondial, puis il faut être fier de ça. Je pense qu'il faut rendre
à César ce qui appartient à César, puis le fait qu'elle ait porté aussi ce projet de loi-là. Elle va parler beaucoup de la solidarité féminine, mais c'est beaucoup... moi, j'aurais plein d'anecdotes à vous raconter aussi. Je disais toujours que Mme Harel, elle a une batterie, un moteur de camion en dedans d'elle. Elle se régénérait en 15 minutes. Elle dormait dans l'auto de Lévis à Québec à 15 minutes, puis elle arrivait... Écoutez, les idées, à chaque fois qu'elle avait, elle ne s'arrêtait jamais à un non ou des fois à des obstacles. Jamais elle a perdu espoir là, pour continuer. À chaque fois, quand je vous parlais d'étapes, elle reprenait son bâton de pèlerin, ou de pèlerine, je devrais dire, pour être épicène, et elle a continué à cheminer. Puis c'est ça qui nous a amené finalement à une adoption à l'unanimité, parce qu'il faut le souligner aussi, c'est un projet de société, on l'a dit tantôt, puis c'est des lois qui doivent être adoptées à l'unanimité pour continuer à porter les effets par la suite. Madame Harel. Bien, merci. Merci. C'est gentil, merci. Madame Harel, si vous aviez l'occasion de refaire les choses, c'est toujours l'exercice qu'on fait un peu, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement ou vous mèneriez exactement le même combat? Parce que de toute évidence, on a deux femmes qui y ont cru, hein? Ils ont cru au travail qu'elles ont fait. Elles ont raison parce que c'est une loi extrêmement innovatrice qui sert de modèle encore aujourd'hui et qui s'applique. Ce n'est pas la perfection, parce qu'un projet de loi, ce n'est jamais la perfection, mais c'est quand même une loi extrêmement innovatrice et ça a changé. C'est une loi qui a changé la société québécoise, et il faut le souligner. Mais si vous aviez l'occasion de recommencer, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Bien, je pense que dans la loi elle-même, là, il faudrait resserrer le fait que lorsque l'exercice d'équité n'est pas réalisé dans les temps prévus, ça porte intérêt rétroactivement. C'est exactement la réponse qu'on voulait avoir. C'est ça que je fais. Ça donne bien. Ça donne bien. Vraiment bien. Ouais. Et vous, Mme Houdard, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment si c'était à refaire ou vous ne voyez pas vraiment comment vous pourriez procéder autrement parce que vous avez pris beaucoup de précautions en allant chercher un juriste de la Commission des droits de la personne pour appuyer vos principes juridiques de façon solide? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous feriez différemment? Je pense qu'on recommencerait à appliquer le même principe de solidarité, mais encore plus en amont aussi. Je pense que c'est les racines d'un projet de loi qui, après, sont préparées, dans le fond, par les fonctionnaires à l'intérieur de l'État, finalement, après, qui font en sorte qu'un ministre va porter une loi solide ou non. Ça fait que nous, le rôle, dans le fond, c'est de le solidifier le plus possible, l'enraciner vraiment en solidifiant toutes ces racines autour. Là. Je pense que si on devait faire les choses différemment, bien, c'est d'étendre cette solidarité plus large encore. Le fait de l'étendre à la Commission des droits, c'était assez audacieux, là, parce que d'habitude, on ne rédige pas des lois en collaboration avec la Commission des droits. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans l'administration publique. Je pense que c'est une bonne recette, en fait, de trouver des alliés, trouver ces poteaux, de solidifier et de s'ancrer partout où vous pouvez le faire. Dans le fond, c'est qu'après, le rôle du légiste, c'est de livrer le projet de loi le plus solide possible à son ministre. Là. Alors, je trouverai tous les alliés que j'ai besoin partout. Je dis souvent dans mon langage à mes gens, là, vous attachez les ficelles par en dessous, puisque après, il faut que le dossier soit porté le plus solidement possible. C'est notre rôle auparavant, en amont, de pouvoir solidifier le plus possible cette loi-là. Tout n'est pas parfait, on l'a mentionné tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des grands pas qui ont été faits au Québec en 1996 puis dans les mois qui ont précédé. Une dernière question pour vous. Est-ce que, au moment où vous avez travaillé le dossier, et Mme Harel sur le plan politique et vous, Mme Houdard, est-ce que conscience est le bon terme, mais
vous étiez consciente que c'était une loi qui allait marquer l'histoire du Québec, qui allait quand même changer la société québécoise et qu'il y avait vous étiez véritablement deux actrices, vous n'étiez pas seule bien sûr, mais deux actrices du changement. On est venu on est venu corriger une injustice. Donc, vous étiez consciente de tout cet impact de changement, vous étiez vraiment deux actrices du changement? Je pense qu'on était consciente, mais on était très entourés, vous savez. Il y avait, la coalition a joué un rôle extrêmement important. La coalition qui était constituée, comme je vous le disais, là, de groupes de femmes, de tous les comités de conditions, on n'appelait plus ça conditions féminines, là, j'ai compris ça tantôt. Oui, comité des Les femmes. comités des femmes. Ça, c'était vraiment important. Mais c'est sûr que j'ai eu à faire une mission à l'étranger, en Afrique du Sud, tout de suite après l'adoption de la loi. Je l'avais apportée, c'était une femme qui était présidente du Parlement, puis je lui avais apporté la loi. Bien sûr que on souhaite aussi que ça puisse servir, en fait, un peu partout à des femmes. Mais c'est un ensemble là, qui a transformé beaucoup la situation des femmes au Québec. Il y a eu les centres de la petite enfance, les services de garde, il y a eu les congés de maternité. Tout ça se faisait en même temps. C'est à peu près autour des années 96, 17, 18. Là. Alors, politique familiale, CPE, congés parentaux, équité salariale. Alors, je regarde les écarts, puis souvent, je me dis, oh mon Dieu, j'aurais donc aimé que ça se réduise encore plus. Parce qu'on partait autour de 16 et puis là, on est peut-être à la moitié. On est quand même autour de 9 encore. Les écarts sont encore autour de 9. Il y a peut-être d'autres considérations aussi. Il faut continuer à réfléchir, mais il faut surtout continuer à être très, très vigilant, et je le dis autant vigilante et vigilant sur l'application de la loi, sur l'équité salariale. Parce que s'il y a du relâchement, ça va se manifester par une rémunération moindre pour les femmes.